cabinet. Pourquoi ? Parce que la grosse problématique aujourd'hui de la profession, c'est le recrutement. Souvent, les personnes quittent un manager et la logique vers laquelle j'essaye de les emmener, c'est qu'on peut aussi recruter en tant que personne et attirer en tant que personne. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Avant tout, j'espère que vous allez bien. Ici ça va et devinez quoi, une fois de plus, on vous a déniché une pépite qui donc Tiffany Guérin, évidemment, celle qui aide les experts comptables à se démarquer et à se faire remarquer. Bonjour Tiffany, comment tu vas ? Bonjour Judy, ça va et toi ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Oui, donc je suis Tiffany Guérin, je fais du conseil en marketing communication et ma vocation, c'est d'aider les experts comptables à retrouver du sex appeal. Alors quand je dis du sex appeal, c'est quoi ? C'est arriver à mettre en écriture leur personnalité, le cabinet, leur mission pour pouvoir à nouveau attirer et fédérer soit des clients, soit des talents. Et pourquoi tu as choisi les experts comptables ? Parce que, si je me trompe pas, t'as pas fait d'études de comptabilité, tu connais pas forcément le secteur de base. Non, en fait, je suis arrivée, dans le milieu de l'expertise comptable vraiment par hasard, il y a une vingtaine d'années. J'ai postulé dans un cabinet pensant postuler, dans une entreprise informatique et en fait, c'était, plus pour un cabinet et j'ai découvert ce milieu-là. J'ai découvert tout ce qu'il y avait à faire parce que c'était juste après la révision de l'ordonnance de 45 et du coup, j'ai évolué dans le secteur pendant 20 ans et quand j'ai monté ma structure, ça me tenait vraiment à cœur de continuer cette mission un petit peu qui était d'aider les experts comptables à enfin montrer qui ils étaient et à pas rester, dans cette image, dans laquelle la société les a un petit peu enfermés. Et donc aujourd'hui, tu les aides à développer leur communication et leur personal branding. Exactement. Alors la communication, c'est un aspect, très global en fait, souvent, pour les experts comptables. Pour moi, le nœud du problème, pour la majorité des cabinets, c'est d'arriver à exprimer clairement qui ils sont, leur vision, leur positionnement, leurs clients. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles des fois la question soit est mal posée, soit ils y répondent de façon trop généraliste et du coup, ils ont des problèmes pour aborder leur marché, leurs clients et pour surtout structurer leur message pour vraiment toucher le cœur de leur cible. Oui, d'accord. Et toi, qu'est-ce qui te motive, dans ce secteur d'activité? Pourquoi être resté 20 ans? Enfin, pourquoi cette fidélité face à la profession? Bah, en fait, enfin, je le dis souvent comme ça, mais en fait, je les aime. C'est une profession qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses, professionnellement, mais aussi humainement. Moi, j'étais dans d'autres secteurs comme l'informatique ou l'automobile où voilà, il y a beaucoup de choses qui sont organisées au niveau marque employeur, festif, rapprochement avec, les collègues, toutes les équipes et j'ai vraiment retrouvé ce côté festif chez les experts comptables qui est, voilà, de créer du lien, de voilà, c'est en fait, ils ont tellement, de contraintes, de pression avec les clients que, souvent, avec les équipes, il y a une richesse humaine, qui est insoupçonnée. Et aujourd'hui, par rapport au secteur, il y a eu des évolutions, notamment sur le rôle de l'expert comptable. Comment toi, tu as vu leur rôle évoluer et comment tu peux les aider face à ces changements? Alors, moi, quand je suis arrivée dans la profession, il y a une chose qui m'avait un petit peu marquée, c'est que, ils se voyaient beaucoup en tant que techniciens, producteurs, de la matière comptable et moi ayant vraiment une très grosse fibre commerciale dans mes expériences passées et dans mes études, je trouvais que ça me manquait énormément. C'est-à-dire que c'est juste le petit pas de côté, de dire: «Voilà, j'aborde mon client, en tant qu'entrepreneur». Ça, souvent dans les cabinets, enfin pas là où j'étais, mais souvent dans les cabinets, c'était ça et donc l'idée, c'est vraiment de les aider, à faire un petit peu le switch et à vraiment, prendre la stature qu'ils méritent, d'entrepreneurs qui sont là pour, guider les autres entrepreneurs dans leur réussite et dans leur rayonnement et dans le rayonnement aussi, du tissu économique local.
D'accord. Je me souviens quand on a fait notre rendez-vous au préalable, tu m'as dit qu'avant c'était, l'expert comptable qui incarnait le cabinet Mmh. et aujourd'hui c'est plutôt, la marque du Ouais. cabinet. En fait, ça, c'est une observation que j'ai faite, c'est qu'effectivement, à l'époque des papis grands-pères, comme je les appelle, parce que moi, j'ai commencé dans un cabinet familial, donc c'était un peu, ça, heu, il y avait cette espèce de culture où l'expert comptable était un notable et les clients venaient le voir pour lui, pour sa personnalité, pour ses compétences et en fait, il y a eu un petit glissement, dans les années 90, dans ces eaux-là, où là, il y a eu une explosion des marques avec le marketing. Il y avait beaucoup de marques de grande consommation B2C qui étaient citées en exemple de réussite et de modèles à suivre. Et c'est vrai que les cabinets, ils se sont un petit peu engouffrés là-dedans en se disant, bah, tiens, on va créer des marques de cabinets parce que c'était aussi plus simple. C'était un moment où les associés se regroupaient et c'était plus simple de se cacher derrière une marque euh, que d'essayer d'arbitrer et de faire le grand écart peut-être entre les différentes personnalités des cabinets. Et en fait, le vice un petit peu de cette chose-là, c'est que bah, les marques, vu qu'on veut contenter tout le monde au niveau de la gouvernance, souvent on fait des choix qui sont un petit peu mous du genou en termes de positionnement. Et du coup, on ne se différencie pas forcément par rapport aux autres. Donc là, l'idée, c'est vraiment de revenir à la personnalisation et à la représentation personnelle des cabinets. Pourquoi? Parce que la grosse problématique aujourd'hui, de la profession, c'est le recrutement. Souvent, les personnes quittent un manager et la logique vers laquelle j'essaye de les emmener, c'est qu'on peut aussi recruter en tant que personne et attirer en tant que personne, en montrant qui on est, comment on travaille, heu, voilà, comment on gère les équipes, voilà, enfin tout ce qui est un petit peu, on va dire, source d'aspérité pour accrocher un petit peu plus, les talents et les clients d'ailleurs, parce que ça fonctionne aussi avec les clients. Ouais, c'est sûr et c'est quoi les conséquences, un bon manager s'en va, et que celui qui le remplace correspond pas forcément aux équipes? Ah, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir souvent quand les cabinets rachètent, d'autres cabinets dans une croissance externe. Heu, il y a souvent de la «casse» entre guillemets, RH là-dessus parce que, enfin, je veux dire, tout dans le milieu professionnel est très lié à l'humain, à l'émotion et si ça ne fit pas avec le manager ou même la nouvelle marque, c'est compliqué et souvent d'ailleurs dans ce cas-là, c'est drôle qu'on en parle parce que dans ce cas-là, quand les cabinets rachètent un autre cabinet, ils sous-estiment l'importance de faire l'accompagnement de la transition entre, les acquéreurs et ceux qui cèdent, voire, même dans le cas d'un rapprochement. Alors que pour moi, c'est un enjeu crucial pour les cabinets qui sont en croissance externe parce qu'aujourd'hui, ils achètent assez cher les cabinets, enfin, ils rachètent assez cher les cabinets et ils veulent pas réinvestir sur l'humain derrière et quelque part, dans leur mindset, ils acceptent qu'il va y avoir, 20 à 30 de perte de collaborateurs, alors que c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui à trouver, c'est les collaborateurs. Ah bah oui, le marché, il est hyper tendu au niveau du recrutement, c'est certain et quand il s'agit, de jeunes experts comptables, diplômés, enfin de nouveaux diplômés, de l'expertise comptable, quand eux rachètent aussi, c'est des coûts supplémentaires de gérer, cette perte de collaborateurs. Oui, c'est surtout une perte de «temps» entre guillemets. On sait que la grosse valeur, la chose pour laquelle les experts comptables, sont plus de manque, c'est le temps. Et effectivement, de devoir gérer du départ, de devoir gérer du recrutement, de la formation, c'est quelque chose qui peut vite être gourmand en temps, alors que si on investit une petite partie de ce temps sur la fidélisation et sur la transition, c'est de l'argent qui est économisé sur un éventuel recrutement futur. Et toi, du coup, c'est des sujets que tu peux aborder, avec tes clients, tes prospects? Ouais, c'est des sujets que je peux aborder. Après, aujourd'hui, ils sont abordés vraiment au niveau stratégique, c'est-à-dire que comme ils ne se posent pas vraiment la question de savoir ce qu'ils ont envie d'exprimer, à qui ils vont s'adresser, etc. Forcément, si eux déjà dans leur tête c'est pas clair exactement leur why, c'est-à-dire pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui les motive le matin à se lever, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter à leurs collaborateurs, bah, c'est difficile de le transmettre si déjà on n'arrive pas à l'exprimer. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que j'essaye de les aider, c'est à passer en écriture qui ils sont, pourquoi ils font les choses, leurs ambitions, pour que derrière, bah, il y ait une espèce de mouvement qui fédère, sur lesquels les talents et les clients peuvent se greffer. Ah oui, je vois. En gros, cibler, qui ils sont, ce qu'ils veulent montrer, ce qu'ils veulent faire pour, pouvoir mieux,
créer sa communauté autour de ça et Exactement. Et aujourd'hui, il y a une vraie carence. Pour le fun, j'ai un petit peu regardé les visions des cabinets affichés sur les sites. Et c'est très global, c'est pas très précis, ça s'adresse pas vraiment à personne. Et des fois, la vision, c'est les missions. Donc il y a vraiment un terrain qui est vraiment flou pour les experts comptables sur ce sujet-là. bah, justement d'un point de vue général, est-ce que tu penses que la profession, elle est bien représentée? Moi, je trouve qu'elle représente pas du tout qui elle est. C'est-à-dire que quand on côtoie, alors je parle pas forcément, du B2B où les chefs d'entreprise, ils ont affaire aux experts comptables, donc voilà, l'image elle est faite aussi par la personne qu'ils ont en face d'eux et là-dessus je fais confiance à la profession. Aujourd'hui, on a des jeunes professionnels et des moins jeunes qui sont très dynamiques, donc les chefs d'entreprise ont une vision plus juste de qui sont les experts comptables aujourd'hui. Mais pour le côté grand public, c'est pas le cas. Moi, ça fait 20 ans, quand je travaillais en cabinet ou même maintenant que je travaille avec les experts comptables, on me regarde avec un petit air de pitié dans l'œil. Donc, et à chaque fois, je leur dis: «Mais non, ils sont super, enfin, ça correspond pas du tout». Et et le pire, c'est j'ai donné des cours, là, dans une école et j'ai eu une étudiante qui m'a dit: «Mais moi, je suis hyper surprise de ce que vous me dites, parce que mon père est expert comptable et franchement, il est pas fun, quoi». Et je me dis: «Si même les enfants ont cette image-là, c'est compliqué, c'est qu'il y a vraiment du boulot, sur le reste de la population». C'est clair. Hem Et pourquoi est-ce que tu as identifié, les facteurs qui faisaient qu'on sous-estime trop le personal branding dans le secteur de l'expertise comptable ou dans les cabinets? Bah, tout simplement parce qu'il y en a assez peu qui s'y sont essayés. Aujourd'hui, on voit des jeunes experts comptables, ou des moins jeunes, encore une fois, enfin des professionnels en tout cas qui essayent de mettre en place du personal branding. Souvent, c'est un petit peu flou avec le côté, communication, on va dire, du cabinet et cetera, dans les sujets, parce que, le personal branding n'est pas forcément structuré. J'en connais deux trois qui sont accompagnés et pour lesquels c'est bien fait. Donc du coup, voilà, ils s'y essayent pas aussi parce qu'ils définissent pas forcément d'objectifs de communication là-dessus. C'est un peu le même problème pour toute la communication, c'est que souvent, ils prennent pas le temps de réfléchir à pourquoi ils le font et comment ils vont le faire. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu mon job d'évangéliste, d'évangéliser la profession sur le personal branding. C'est de leur expliquer que ça peut être un super levier en termes de communauté, de visibilité, de recrutement et que certes, ça demande du temps et de l'organisation et de la rigueur, mais ça peut être un vecteur formidable de développement et de recrutement. Oui, c'est ça. Au final, c'est pas, juste, du quelque chose de créatif, de joli, pour faire des plaquettes, c'est vraiment, stratégique. Ah oui, c'est hyper stratégique déjà dans l'organisation, dans la structuration et c'est aussi stratégique dans l'écriture. Aujourd'hui, on a des codes sur LinkedIn, par exemple, qui est un peu mon réseau social de prédilection. Un B2B, forcément, c'est celui qui est le plus intéressant. Heu, il y a des codes d'écriture, il y a des codes de sujets aussi, enfin, il y a des sujets à choisir, la façon de les présenter qui vont susciter plus ou moins d'engagement pour créer une communauté et derrière, avoir un public élargi pour diffuser une offre ou une offre d'emploi ou une offre business d'ailleurs. Ouais. Hem, Tout à l'heure, on parlait un peu des évolutions. Il y a des stéréotypes, sur la profession que tu as confirmés ou d'autres que tu as totalement éteints? Non, je crois que déjà ne pas connaître les experts comptables avant d'arriver, ça a été une «chance» entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'a priori. Donc voilà. Après moi j'ai «grandi dedans» entre guillemets, donc je vois que les différences par rapport aux stéréotypes que véhiculent, les personnes avec qui j'échange et qui connaissent pas la profession. Est-ce que tu pourrais, nous donner, quelques arguments, donner des arguments qui serviraient à un expert comptable pour le convaincre, sur le fait que, oui, le personal branding, c'est important, pour, mettre en avant son business et pour attirer, des talents? Alors le personal branding, c'est important parce que, ça permet, d'être visible et quand on est visible et quand on parle, il y a un phénomène, un peu cognitif qui se met en place, qui fait qu'on devient crédible et ça commence à susciter de la confiance. Et oui, principalement aujourd'hui, que ça soit dans le recrutement comme dans l'acquisition client, le principal levier, des gens qui font affaire avec eux, c'est la confiance. Donc
de prendre la parole, de s'exposer un petit peu. Alors quand je dis s'exposer, ça peut être, vite vu, de toute façon, j'ai pas envie de parler de ma vie, mais c'est pas dans ce sens-là que je l'entends. Ça peut aider effectivement à créer le premier lien et à rassurer les gens avant un premier contact. Et que ça soit pour le recrutement ou pour l'acquisition client, quand vous commencez à créer du lien et à créer de la confiance, vous avez fait déjà une grosse partie du job. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, les gens, quand ils postulent chez vous ou qui vous sollicitent pour une mission, ce qui va se décider, c'est le facteur confiance qu'il va avoir en la personne qu'il va rencontrer. Ouais. Hem, Tout à l'heure, tu as dit que tu étais indépendante, donc ça veut dire que tu es à ton compte. Qu'est-ce qui t'a poussée à quitter un cabinet pour, finalement, te lancer en freelance alors que, tu restes dans le même secteur d'activité? Alors, en fait, j'ai quitté l'expertise, un petit laps de temps pendant 3 ans parce que, pour une question de changement de vie personnelle, j'ai quitté Paris pour Bordeaux et quand je suis arrivée à Bordeaux, je suis allée dans une start-up qui faisait du crowdfunding, et quand j'ai quitté cette société, j'ai décidé de monter mon entreprise et du coup, je suis revenue à mes premiers amours. Est-ce que le fait que tu sois, freelance, enfin indépendante, ça a un peu changé, la façon la façon dont tes conseils étaient perçus et tes prestations étaient perçues, auprès des clients? Ouais, en fait, d'être freelance, ça, met en place ce que j'appelle le phénomène du psy. C'est-à-dire que quand on a un problème et qu'on va voir un psy, c'est, l'alliance thérapeutique, c'est le fait de payer, ça fait partie de la thérapie. C'est un peu comme ça, que je le ressens, avec mes clients. C'est-à-dire que, j'ai connu moi-même et d'autres responsables marketcom en cabinet connaissent ça. C'est-à-dire que quand on est en cabinet, on peut pousser des idées, on a envie de faire des choses, mais il y a une espèce de petit frein et il suffit qu'un consultant arrive derrière et dise: «Voilà, faut tout changer, on passe du bleu au jaune». «Ah, c'est super, on adore», alors que ça faisait 2 ans que les équipes le disaient. Donc il y a un côté comme ça, que j'explique pas, mais voilà, souvent, je pense que c'est une question aussi de posture d'entrepreneur. C'est de dire on fait appel à des conseils extérieurs qui connaissent vraiment leur job, qui ont aussi le même statut que les experts comptables, à savoir des entrepreneurs, et du coup, l'écoute est légèrement différente. Ouais, je vois. Après, moi maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait que ça. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la profession et souvent les gens viennent me voir parce que soit ils me connaissent personnellement, soit parce qu'ils veulent, ils savent aussi comment je travaille, ils savent que je vais un petit peu les secouer parce que je suis pas connue pour ma délicatesse et ma diplomatie. Voilà, donc voilà, et le fait que je sois externe aussi, il y a pas d'enjeu émotionnel. C'est-à-dire qu'une collaboratrice qui est dans le cabinet et qui va dire à un expert comptable: «Ah non, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, on arrête les frais, ça sert à rien de faire ça», bah, ça a pas le même accueil que quand c'est un consultant qui Ouais, et donc concrètement, ils attendent quoi de toi quand ils te sollicitent? ils attendent de moi, que je les guide dans leurs réflexions et mais au-delà de ça, comme je les connais bien, ils savent que je vais sortir des choses qu'ils n'arrivent pas forcément à exprimer. Parce que c'est un mélange entre, la maîtrise du secteur et la compréhension aussi de la gouvernance des cabinets. D'expérience, je sais que dans les cabinets, il y a des variétés de personnalités, il y a, des jeux de pouvoir internes qui sont parfois, un peu, on va dire touchy, et le fait, voilà, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui, se concentre uniquement sur un objectif qui est de dire: «On sort qui vous êtes, on mutualise, on essaye de trouver quelque chose, qui soit pas mou du genou, et qui soit vraiment pointu et qui vous représente et qui soit original», parce que c'est un peu mon objectif, c'est d'avoir quelque chose de différenciant. Voilà, c'est un peu ça, en fait, qu'ils viennent chercher. Ouais, et dans tes expériences comme ça, tu déjà vécu des galères ou des trucs un peu compliqués à gérer? La seule chose qui est compliquée à gérer, c'est, l'agenda des experts comptables. Dans le sens où, ça m'arrive de faire des missions de ghostwriting, donc c'est d'écrire les posts pour des associés, enfin pour des experts comptables qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas forcément l'envie, de se pencher sur leur LinkedIn, mais qui ont envie de dynamiser un peu le truc sur divers objectifs. Et ce qui est compliqué, c'est que, souvent, ils se rendent pas compte que, c'est du temps et que je vais les solliciter parce que je peux pas faire tout toute seule non plus. J'ai besoin de leur input sur certains sujets, sur certaines idées, et parfois, voilà, mes posts, s'envolent et ne reviennent jamais. Et tu t'appuies sur quels éléments justement dans ces postes-là, pour
aider les experts comptables à développer leur personnage? Bah, en fait, moi, je m'appuie beaucoup sur leur histoire parce que, bah, encore une fois, c'est une histoire humaine. C'est des gens qui ont souvent des anecdotes et des histoires de vie qui sont incroyables, comme tout le monde. Sauf que, quand on se regarde et qu'on regarde son histoire, on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est normal, j'ai fait ça, il y a rien d'exceptionnel». Mais moi, c'est ça, en fait, c'est là où j'apporte mon regard, c'est que je dis: «Non, non, ça, c'est intéressant, c'est important, il y a une forme d'exception, ça vaut le coup d'être raconté». Et je pars toujours du principe que s'ils arrivent à toucher les gens émotionnellement ou s'ils arrivent à apprendre quelque chose à quelqu'un, bah, c'est gagné, en fait, ça a servi à quelque chose. Ouais, c'est sûr et puis, avec, bah, c'est toi qui l'as dit, 20 ans d'expérience, je pense que tu as un recul et une vision de la profession, de tout ça qui est assez complète, donc ça te permet de mettre en avant, les choses qui sortent, du contexte habituel. Oui, et puis, il y en a beaucoup que je connais personnellement depuis longtemps et Ouais. du coup, je connais des histoires perso qu'ils m'ont racontées au détour d'une conversation, peut-être même il y a des années. Et quand on fait les entretiens, ils m'en parlent pas. Je dis: «Mais ça, tu te souviens, tu faisais, de la voltige, quand tu étais gamin, tu veux pas en parler? C'est hyper intéressant». Il y a pas beaucoup de gens qui font de l'aviation en voltige, dans la profession, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu un mélange d'expérience, de connaissances et d'amitié aussi. Ouais. Et là, c'est pratique quand tu connais les personnes depuis longtemps, mais quand tu les connais pas, enfin, c'est un nouveau client Ah qui bah est là, arrivé. c'est de la méthodologie, c'est, Ouais. l'interrogatoire, on tire les verres du nez, on essaye de trouver deux trois trucs, mais il y a toujours des choses hyper intéressantes. Enfin, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, leur image, c'est d'être, derrière un écran, mais en fait, c'est pas vrai. Ils ont tous une vie à côté, ils ont tous, vécu des choses, parfois incroyables. Souvent, ce sont des sportifs aussi, assez busy, enfin, contrairement à ce que tout le monde croit, il y en a beaucoup qui font du sport, qui s'investissent beaucoup, dans des activités physiques ou autres. Et ça, c'est des choses, voilà, qui sont intéressantes, pour déjà casser l'image de la profession. C'est clair. En fait, il suffit juste de mener son enquête et il y a toujours des choses à raconter. Mmh. Tu te bases, enfin, tu utilises quoi comme outil pour développer, bah, cette communauté, tout ça? Enfin, cette image? Parce que tu as parlé de LinkedIn, mais en soi, j'imagine qu'il y a pas que ça? Moi, je me concentre principalement sur LinkedIn. OK. Pourquoi? Parce que, je suis dans une optique de résultat et aujourd'hui, vu leurs problématiques et leurs objectifs qui sont très recrutement, LinkedIn, c'est franchement un levier super pour ça en termes de taille, en termes d'efficacité et en termes de pairs. Et et en plus, c'est une porte d'entrée pour des choses un petit peu plus «agressives» entre guillemets, en termes de gross hiring, c'est-à-dire, on peut mettre en place des stratégies, de mise en contact avec de potentiels candidats sous des formes d'automatisation et cetera. Donc ça, c'est un peu la deuxième brique. Mais voilà, LinkedIn permet de faire ce genre de choses et déjà si on l'exploite très bien, ça serait bien déjà. Beh, ça tombe très bien que tu parles de stratégie, parce que ma prochaine question, c'était: est-ce que tu as des stratégies particulières? Et donc là, tu as parlé de, stratégie sur, LinkedIn pour automatiser. Est-ce que tu peux, expliquer un peu plus, enfin rentrer un peu plus dans le détail? Oui, alors là, c'est vraiment sur, tout ce qui est, entre guillemets, je vais utiliser le mot prospection, c'est-à-dire, d'essayer d'entrer en contact avec d'éventuels candidats, par, un message, alors tout ce qui est LinkedIn en termes de stratégie, il y a 2 volets, on réinvente pas la roue. C'est, l'inbound par le côté, je produis du contenu, j'essaye d'attirer par ma personnalité, par ce que je fais, par, la façon dont je le fais. Et il y a le côté, outbound où là, c'est vraiment on est dans une technique d'approche qui est de dire, bah, moi j'ai certains cabinets qui font appel à moi pour ça, de dire: «Voilà, je suis sur une zone, géographique bien précise, je voudrais entrer en contact avec, des collaborateurs, pour savoir s'ils sont ouverts à une recherche, d'emploi». Parce que souvent, c'est de la recherche assez passive et les aider justement à créer le dialogue, en plus d'éventuellement envisager, une espèce d'animation de leur CV Tech qui aujourd'hui est une chose qui n'est pas du tout fait dans les cabinets ou alors très peu. Ouais, ouais, c'est sûr. Excuse-moi, on a un tremblement de terre. Comment tu gères la transition, parce que enfin, je reprends. En gros, aujourd'hui, la visibilité, c'est quand même quelque chose qui est assez, contemporain. J'imagine, enfin dans ma tête, c'est plutôt
nouveaux experts comptables qui, vraiment se concentrent là-dessus. Tu peux quand même accompagner des personnes, qui, ont déjà, une carrière dans l'expertise comptable. Comment tu gères cette transition justement pour les amener à développer, leur personal branding et leur, communication, sachant que, bah, c'est plutôt la fin de leur carrière? Comment tu les motives à faire tout ça? Bah, en fait, assez bizarrement, les professionnels qui ont plus d'expérience ont une très forte volonté de transmettre. Donc ça, le personal branding, ça leur permet déjà, de commencer un petit peu, à mettre un peu à plat leurs pensées, ce qu'ils ont envie de transmettre. Donc ça, c'est ceux qui ont une richesse d'expérience et de choses à dire. Maintenant, je les amène, oui et non. C'est-à-dire que, ils ont quand même enfin, ils évoluent dans un monde professionnel et ils voient que les jeunes sont en train de pousser et se rendent compte qu'effectivement, ils n'ont pas forcément bossé ce volet-là et que, dans une dynamique, et un objectif, de transmission, de transition, de recrutement. Enfin, il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, ils se disent: «Tiens, ça, on l'a pas fait. Beaucoup de gens le font. Ça serait peut-être bien qu'on s'intéresse à la question». Souvent, la porte d'entrée, c'est la formation et après, quand ils se rendent compte, voilà, de la complexité de l'organisation du temps, bah, ça, c'est là où ils se disent: «Bon, on a besoin de quelqu'un pour, vraiment, nous accompagner, sur, une période un petit peu plus longue». Moi, ce que j'aime faire en général, c'est des accompagnements sur 3 mois parce que, cognitivement parlant, c'est en 3 mois qu'on prend de nouvelles habitudes. Donc s'ils tiennent les 3 mois avec mon coaching, je sais que derrière, ils vont quand même un peu tenir la rampe sur la durée parce que le but, c'est qu'ils le fassent sur la durée. Ouais. Et donc là, on parle, enfin, on parle de coaching. C'est du coaching qui est vraiment dédié à une personne dans le Oui, cabinet ou ouais, c'est ça. ouais. Et En fait tu ouais, vas-y. non, en fait, moi, le coaching, je le fais vraiment en one to one. Pourquoi? OK. Parce que, déjà, c'est des sessions qui sont, hebdo, où en fait on échange, je rebondis sur leur itération, par exemple sur les posts, voilà et du coup, j'essaye, de rester vraiment dans un rapport, enfin de one to one parce que, déjà on touche à quelque chose qui est très personnel et des fois c'est pas non plus les mêmes objectifs et les mêmes, sujets au niveau de la prise de parole et de le faire en collectif. Certes, ça peut être source d'itération et d'idées, mais je trouve que c'est plus qualitatif. Ouais, OK. Et puis en plus, ça te permet de, bah, comme tu dis, vu que c'est plus personnel, de rentrer, dans des sujets qui sont plus, enfin, propres à chacun, un peu plus C'est identitaires ça donc et puis il y a la notion d'agenda aussi. Ils ont pas les mêmes ouais. agendas, des fois ils ont pas les mêmes clients. Donc souvent, ça me permet, de rebondir et de trouver des angles, sur des contenus, suivant sur ce qu'ils font, en termes de mission, en termes d'événements, ce genre de choses et sensibiliser au fait qu'il faut immortaliser le moment pour les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'à long terme, ce travail sur, l'image que dégagent, des experts comptables d'un cabinet doit s'ancrer dans la stratégie globale du cabinet dans lequel ils travaillent? Clairement, parce qu'aujourd'hui, en fait, le personal branding, c'est une façon d'amener, la communauté, du professionnel sur LinkedIn, sur la page entreprise, la page du cabinet, voire sur le site et sur des offres commerciales. Donc effectivement, c'est une première porte d'entrée qui suscite plus la confiance, pardon, parce qu'elle est, incarnée. Mais le but, c'est quand même d'amener tout ce petit monde, gentiment, à s'intéresser au cabinet, dans lequel la personne travaille. Donc c'est un levier qu'il faut, totalement exploiter. Tout à fait. Hem, il y a, est-ce que tu vois naître de nouvelles tendances, qui permettraient à cha enfin, qui devraient être utilisées par chacun et qui leur permettraient de justement continuer à développer, leur personal branding sans forcément, avoir toujours besoin d'un coaching? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des routines à mettre en place? Alors, techniquement parlant, tu veux dire au niveau de du personal branding, enfin de la prise de parole sur LinkedIn? Par exemple, je sais pas ce que ça t'évoque, cette question, mais ça peut être techniquement parlant ou autrement. Bah, techniquement parlant, déjà, c'est de s'organiser et de pas voir les choses de façon, linéaire. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il est pas fait pour faire un post, c'est-à-dire, j'ai une idée, je le rédige, je le sors, j'appuie sur publier. Ça marche très rarement, ou en tout cas après, plusieurs années, de pratique.
En général, il faut se dédier un temps pour, faire de la veille, itérer, voilà, réfléchir un petit peu, sachant que quand on commence, en général, on est en veille constante, entre les mémos sur le téléphone, les notes, le Notion, le mail, le vocal qu'on se fait à soi-même, quand on s'endort le soir en se disant: «Tiens, j'ai une idée». Ça, c'est un petit peu le vice du truc. Mais voilà, une phase un peu d'itération, une phase un peu de je commence à tâter, la rédaction, j'essaie de voilà, d'envoyer au maximum de contenu, je réfléchis pas à ce que j'écris, j'envoie et après c'est, je retravaille le post pour que voilà, en termes de structure et d'idées, ça soit clair et après je planifie, la publication et pareil, sur la partie, planification, il y a des outils qui permettent aujourd'hui de les programmer, de vérifier les mises en forme, que, l'affichage WordPress est bien calé, voilà. Il y a aussi toute la partie un peu technique, visuelle. Les experts comptables ont tendance à sous-estimer, l'image qu'ils peuvent avoir, faire des photos professionnelles, pas aligner les associés, devant un mur à la usual suspect pour faire les photos du cabinet, voilà. C'est des trucs un peu ça sent le vécu, hein, mais c'est le genre de choses, voilà, qu'il faut, qui il y a une espèce de méthode et d'outils où il faut, voilà, bien s'entourer, de gens qui connaissent un job en termes de photos, bien s'entourer en termes d'outils pour programmer, avoir des choses qui soient simples et pas y passer, 2 plombes déjà pour se former et pour l'utiliser. Oui, c'est clair et puis, en parlant de programmation, ça me fait penser à quelque chose que nous on a vécu, chez la Maconta. J'ai appris à utiliser un outil de programmation qui s'appelle Publer et Mmh. au début, je me disais, je comprenais d'extérieur, je me disais: «Mais pourquoi en fait? Pourquoi on en a besoin?» Mais en fait, tu tellement plus efficace quand tu programmes tous tes posts, à la fin de la semaine pour la semaine qui suit et du coup, tu as déjà la charge mentale en moins, au moins ça s'est mis de côté et ensuite, ça part tout seul et tu peux te concentrer sur d'autres sujets. Donc oui, il y a des solutions qui sont magiques, sur certains trucs. Oui, maintenant, en plus, il y a plein de personnes qui se sont penchées sur le sujet, des entreprises qui ont créé, tout un tas de logiciels, de petits trucs pour, aider à la création, aider à la programmation, à la mise en page, enfin voilà. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère où la technologie fait que, il y a des gens qui essayent de faire gagner du temps et personnes qui ont envie de s'essayer à plein de sujets qui ne sont pas les leurs. Et on parle aussi, d'algorithmes, comme quoi, pour que ton post, il fonctionne bien, il y a des heures à respecter, il y a un nombre de caractères à respecter et tout. C'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Alors, moi, mon avis, il est assez, simple, c'est que l'algo, c'est pas lui qui lit ton post et c'est pas lui qui va acheter ou postuler, dans le cabinet. Donc, c'est bien d'avoir deux trois bases, type de wait time, c'est-à-dire, plus, la personne va passer du temps sur votre post, plus l'algo va le valoriser, par exemple. Parce que ça rejoint le fait que plus la personne va passer du temps, donc c'est plus elle va lire et plus elle va, être sensible au message et vraiment, faire attention à ce que vous avez voulu lui communiquer. Après au niveau horaire, longueur et cetera, ça, en général, je leur conseille de tester parce que c'est pareil, suivant la cible qu'ils ont et les personnes à qui ils s'adressent, peut-être qu'elles se connectent pas au même moment. Typiquement, moi personnellement, je me connecte tard ou très tôt le matin. La journée, je suis pas dessus. Mais peut-être qu'un chef d'entreprise, il va plus être le midi, à consulter, son feed LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment propre à la cible et aux habitudes de chacun et le mieux, c'est, vraiment de tester, de voir et puis, l'autre chose qui est quand même importante, c'est de ne pas poster quand on ne peut pas être sur l'appli derrière. Parce que une des choses que valorise l'algo, c'est le fait de répondre aux commentaires, assez rapidement. Donc si vous postez, votre post à 23 heures avant de vous coucher et pendant, 8 heures vous répondez pas, bah, vaut mieux le faire à un moment de la journée où vous savez que pendant 1 heure vous allez pouvoir, répondre aux commentaires et du coup augmenter un petit peu la visibilité de votre post. Ah oui, pour, pouvoir créer de l'interaction et cetera? Exact. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle, par rapport à tout ça? Il y en a qui moi j'entends dire des choses, comme quoi, ce serait enfin c'est génial, qu'il faut, s'en servir, d'autres qui disent qu'il faut surtout pas rédiger de post avec. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors l'intelligence artificielle, bon là je vais donner mon expérience personnelle et mon avis personnel. Je trouve que c'est intéressant sur tout ce qui est, itération. C'est-à-dire que, c'est bien quand on a fait le tour d'un sujet de se dire: «Bah, tiens, je vais poser une question, et je vais voir un petit peu ce qu'elle en sort». Maintenant sur tout ce qui est rédactionnel, moi personnellement, je trouve pas ça dingue.
C'est souvent trop poussé, c'est du surjeu en fait, dans la façon de rédiger. J'ai un petit peu de mal, et je trouve ça un peu dommage, de perdre un peu cette authenticité. Après ça peut être un super support pour, ceux qui commencent et qui ont envie, justement d'avoir, quelque chose qui soit structuré. Mais pour ça, il faut arriver à bien faire son prompt et ça, c'est une autre compétence qui est pas non plus facile, de bien savoir dire à la machine, «Je veux dire ça, voilà mon plan, voilà le ton que je veux, voilà, si je veux que ça soit percutant, instructif». Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, un peu de subtilité, qui sont liées au langage, que ce soit parlé ou écrit, que la machine, a besoin de savoir pour faire quelque chose qui peut être pertinent. Donc voilà, pour l'instant, je trouve que c'est intéressant en termes d'itération, en termes de rédaction, personnellement, je suis pas convaincue. Voilà, après, moi, ce qui m'inquiète dans ces trucs-là, c'est qu'on a beaucoup de modules aujourd'hui, par exemple sur LinkedIn, où c'est l'IA qui peut répondre aux commentaires de façon automatisée. Heu, Si c'est pour être dans un monde où c'est les machines qui se parlent entre elles, voilà, en tant que passionnée de science-fiction, voilà, ça me pose pas mal de questions sur, l'intérêt, l'apport à la valeur humaine, voilà. Je suis pas forcément très convaincue sur le sur le sujet. Et puis, au final, ton métier, c'est un de ses objectifs, c'est de rapporter un peu, d'humain, dans toute la profession pour Clairement, montrer que c'est vivant et que c'est pas juste, un métier où on reste derrière son ordinateur. c'est ça et en plus, enfin, si on se rapproche un peu de la profession, c'est vrai que la profession aujourd'hui, les sujets un peu qui tournent autour de la profession, c'est, l'automatisation, la facture électronique, tout ça, enfin, tout l'apport que peut avoir la technologie dans le métier. Et si on n'a pas un système de balancier qui est de dire, voilà, sur la presta entre guillemets «de base», je le dis sans péjoration, mais si on n'a pas un équilibre humain à la partie techno, heu, bah, je me mets à la place du client, je me dis: «Si c'est pour avoir une machine qui me fait le job et que j'ai pas, de relation, j'ai pas, voilà, un échange humain et un enrichissement, le fait de pouvoir ouvrir un petit peu la discussion et je reste dans les cases que peut être la machine et des silos dans lesquels elle me met». Heu, Bah, en fait, pourquoi pas faire acheter un logiciel plutôt que de faire appel à une personne? Si on pousse le vice, ça peut aller jusqu'au bout de cette réflexion et je trouve qu'effectivement la profession, elle a un enjeu, c'est de dire, on automatise sur les choses qui sont entre guillemets, pas forcément très fun pour les collabs ou, qui ont pas de valeur ajoutée dans le traitement ou dans la façon dont c'est fait. Par contre sur, la manière dont c'est apporté, comment on le dit, comment on le montre et surtout avec quelle émotion, bah, voilà, c'est le système de balance, qui à mon sens est important. Oui, je vois. Tiffany, on approche de la fin, des questions que j'avais à te poser, mais il en reste encore, 2. La première, c'est, je voudrais savoir si tu voulais rajouter quelque chose à notre échange, parler d'un point que j'aurais pas forcément abordé ou si tu as un message particulier à faire passer? Très bonne question. Hem, si j'ai un message à faire passer, c'est, voilà, qu'ils hésitent pas, à sortir un petit peu, de la route, bien lisse, bien tracée qu'ils peuvent voir en termes de communication et d'essayer de prendre un petit peu les chemins de traverse pour, justement, voir plus de variété, s'exprimer différemment et explorer de nouveaux horizons. Parce que je pense sincèrement que c'est le secret, pour que les experts comptables retrouvent vraiment leur sex appeal. Oui, que chacun, réussisse à montrer son authenticité et sa personnalité, parce Ouais que et sortir du costume. C'est c'est un peu ça. ça. En plus, quand je me souviens dans mes cours de management, on m'avait dit que si on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Alors que si on est unique, on va attirer que les gens qui sont uniques comme nous. Bah, c'est, la métaphore de la tarte. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte, donc c'est un peu ça, ouais. Bon alors, dernière question pour la fin. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et évidemment pour quelle raison? Tu as décidé de me mettre en difficulté, les comptes comptables, c'est pas trop ma came. Non, si je devais en dire un, je dirais le 45, le compte associé. Parce que c'est le côté, lien main dans la main, voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup, pour, tes réponses, pour cet échange. Nul doute qu'il servira et instruira, bah, nos auditeurs. Si jamais on veut te contacter, ça se passe du coup sur LinkedIn? En premier évidemment. Non, sinon j'ai un site internet avec toutes mes coordonnées.
Je pense qu'on me trouve facilement. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Ça marche. Eh ben, je te souhaite, une, bonne, fin de journée et puis à très vite alors. Merci Judy, à très vite. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.